Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de janvier. J'ai lu 9 livres, donc romans et graphiques, ce qui est plutôt beaucoup pour moi. Et du coup, j'ai tout noté dans mon carnet de lecture et on va commencer tout de suite. J'ai commencé l'année avec une fantaisie, j'ai lu Âme miroir de Olivia Atwater. Je vais juste prendre mon ordinateur pour refaire le résumé parce que j'ai un petit peu de mal à le faire moi-même. Faire son entrée dans la haute société londonienne pour trouver un époux n'est pas un problème lorsqu'on est aussi ravissante et agréable que Vanessa Hastings. Mais pour sa cousine Théodora, qui n'éprouve plus aucune émotion depuis qu'un faé s'est emparé de la moitié de son âme, ce n'est pas chose aisée. Rien ne pourrait convaincre son indifférence. Mais alors, pourquoi le mauvais caractère du lord sorcier la perturbe-t-elle autant? C'est une fantaisie qui prend place un peu dans le côté Bridgerton, genre la Régence, si je dis pas de bêtises, c'est ça l'époque. C'est une fantaisie que j'avais vu passer encore une fois sur la chaîne d'Amy. Je voulais la lire parce que ça m'intéressait plutôt dans le contexte que ce soit dans la Régence. J'aime bien les récits historiques et même les séries dans cette époque-là. Vu qu'il était disponible à la bibliothèque en livre numérique, je ne m'en suis pas privée. Je l'ai lu en quelques jours en début d'année. C'était une lecture vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé. C'était très mimi, tout ce qu'il me fallait. C'est pas une lecture qui m'a transpercée, transcendée, mais ça m'a bien plu pour le moment où je l'ai lu. C'est un récit que j'ai vraiment bien aimé pour ce qu'il était. C'était un petit moment sympa, je voulais juste un truc pas prise de tête et ça a bien fait le job. J'ai bien aimé les différents personnages, le système de magie était pas trop complexe donc j'ai réussi à comprendre. Ça casse pas trois pattes à un canard, on sait ce qui va se passer au niveau de la romance, mais ça m'a bien plu, c'était sympathique. Je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis, qui sont pas en lien direct, mais qui suivent des personnages qu'on suit dans ce premier tome, mais j'ai pas forcément assez aimé pour le lire, ça m'intéresse pas plus que ça. Si un jour j'ai envie d'une fantasy qui se passe dans la Régence, je saurai où chercher, mais pour le moment je vais en rester là pour la saga, qui est plutôt cool, ma foi. Après, j'ai enchaîné avec une BD que j'ai reçue à Noël. Il s'agit du Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Camille Monceau est au scénario et Virginie Blanchet au dessin. C'est une nouvelle collection chez Robert Laffont. C'est la collection Inari qui a été créée par Michael Brun-Arnaud. Je vais l'appeler Michel, pas du tout. Michael Brun-Arnaud, du coup, l'auteur des Mémoires de la forêt. Donc, je l'ai demandé pour Noël et je l'ai gentiment reçu de la part du Père Noël. Et ici, pareil, je vais vous lire le résumé parce que je vais m'embrouiller. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Kompeito, où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé, voient revenir Mayumi pour la première fois depuis un an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de Chiro, le chat. À mesure que les journées s'égrènent au rythme des saisons et des rituels, les secrets des unes et des autres se dévoilent. Dans un Japon rural contemporain, une chronique familiale subtile, poétique et engagée, où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures, du poids de la société et des non-dits. C'est un récit que j'ai plutôt bien aimé, on va suivre à chaque chapitre un membre de la famille différent, et ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a un chapitre sur le chat, du coup Chiro, qui est vraiment un peu comme le totem, le gardien de la confiserie, et j'ai vraiment bien aimé ce chapitre en particulier parce qu'il a un regard un peu plus omniscient, il connaît un petit peu les secrets de chacun vu que les uns et les autres se confient à lui, donc c'est un chapitre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un récit assez sympa. C'est une fin qui est quand même un petit peu convenue. Au-delà du récit, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est les dessins et la technique qui a été utilisée. J'ai l'impression que c'est de l'aquarelle, mais je suis pas certaine. Je vais vous montrer des planches juste après. En ce qui concerne le récit, il y a quand même certains trigger warnings, de la violence conjugale. Il y a autre chose, un autre trigger warning, mais que je peux pas vous le dire, sinon je vous spoil. Donc si jamais ça vous intéresse et vous voulez vraiment le connaître, dites-le moi en commentaire, je vous l'écrirai, ou sinon envoyez-moi un message sur Instagram et je vous répondrai bien évidemment. Et ici, en fait, le récit est quand même un petit peu lourd par rapport à des thématiques lourdes, mais le fait que les dessins soient si doux, ça atténue un petit peu ce côté très anxiogène et lourd du récit. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans les dessins, c'est qu'il y a une palette de couleurs et une dominance de couleurs à chaque planche. Ici par exemple vous avez un peu du bleu-violet et ce que j'ai particulièrement aimé c'est les tons orangés. Il y a aussi un ton rose que j'aime beaucoup mais je peux pas vous montrer parce que sinon ça vous spoil. Mais là typiquement le ton orangé et jaune que je trouve vraiment magnifique avec un peu ce contraste avec le noir marronné.
Et vraiment c'est très très beau. Je vais vous montrer aussi l'une de mes planches favorites. Déjà il y a celle-ci que j'aime beaucoup, ce vert et ce côté nature j'aime vraiment bien et on voit bien toute la maison. Et j'aime beaucoup les maisons en règle générale dans les romans et là je trouve qu'elle est très très belle, ce côté un petit peu bois, enfin maison japonaise assez traditionnelle, j'aime vraiment bien cette esthétique. Et l'une de mes planches préférées, c'est celle-ci, du coup avec cette dominance de bleu, violet, avec ce côté très lumineux du orange-jaune. Et puis c'est une planche où on voit toute la famille réunie. J'aime vraiment beaucoup cet aspect-là. C'est une BD que je peux vous conseiller si jamais vous aimez ce genre de dessin et vous aimez les récits familiaux. C'est une fresque familiale qui est vraiment sympa, qui n'est pas énormément creusée, mais je trouve qu'il y a une bonne balance entre les dessins et le récit en lui-même. Bref, c'est une BD que j'ai vraiment bien aimée. J'ai enchaîné les BD avec Frida Kahlo, una biografía de Maria S, qui est traduit en français Frida Kahlo, une biographie, très très simple. Et du coup, c'était pour me remettre à la lecture en espagnol, parce que ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas lu. Et Frida Kahlo est une artiste, est un personnage de l'histoire que j'aime beaucoup, qui m'a fascinée pendant assez longtemps, pendant quelques années. J'ai même eu la chance d'aller voir sa maison au Mexique, du coup la Casa Azul, là où elle a vécu une partie de sa vie avec Diego Rivera, son mari, enfin la personne qui lui servait de mari. Je ne l'aime pas, sachez-le. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon avis qui est beaucoup plus complet, où j'en parle beaucoup plus dans le reading vlog que j'ai fait. Je vous le mettrai du coup dans le petit i et dans la barre d'infos. Et là j'en parle vraiment plus en profondeur. C'est une BD que j'ai bien aimée parce que ça m'a remis un peu dans la vie de Frida Kahlo. Si jamais vous la connaissez pas, c'est une bonne porte d'entrée parce que ça évoque pas mal de pans de sa vie. Et du coup là on y mêle les dessins et vraiment le texte écrit. C'est une BD où l'autrice fait parler Frida Kahlo, du coup j'ai bien aimé ce côté-là. C'est un côté où on est vraiment en phase avec Frida Kahlo. Bref, c'était une petite BD si jamais vous voulez connaître la vie de Frida Kahlo, si jamais vous voulez connaître son art, c'est une bonne porte d'entrée. Et il y a une bibliographie à la fin si jamais vous voulez découvrir son art plus en profondeur. Après j'ai fait un aussitôt acheté, aussitôt lu. Lou Sonata, le tome 2 de Julien Nil. Et ici du coup on va suivre Lou qui va organiser un festival de musique à Mortebouze, là où vit sa grand-mère, du coup dans le petit village de sa grand-mère. Et c'est du coup une suite que je savais que j'allais lire, je savais que j'allais aimer. J'ai globalement bien aimé, j'ai juste un petit peu déploré le fait qu'on nous fasse un petit teasing et qu'on nous laisse sur un cliffhanger. Et j'ai trouvé en fait c'est un tout petit peu grossier dans la manière de faire parce que c'est vraiment, on y met les deux gros sabots et on sait ce qui va se passer mais on nous le montre pas, du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais je savais que c'était une BD qui est beaucoup plus dans l'ambiance, vu qu'on a vraiment l'ambiance du festival. La palette de couleurs aussi est très nuancée entre le jour et la nuit. J'ai bien aimé dans l'ensemble, mais il y a juste ce tout petit côté-là que j'ai moins aimé. Mais de toute façon, c'est une BD évidemment que je vais continuer à lire. Surtout vu le cliffhanger qu'on a eu à la fin, évidemment je vais lire le 3e tome. Quand il sera sorti, c'est-à-dire dans très longtemps. Après, on va passer à un livre que j'ai vraiment détesté et je l'ai lu uniquement pour une vidéo qui viendra dans très très longtemps. C'est Twisted Love de Hannah Wang. Je l'ai lu en français, je l'ai plutôt écouté en français et je vais vous lire tout de suite le résumé. Alex Volkov a délibérément décidé de mettre de côté ses sentiments et garder un cœur de glace. Il ne pense qu'à atteindre le succès et à se venger. Alors, lorsque son meilleur ami demande à veiller sur sa petite sœur, il est très ennuyé. Surtout que la jeune femme parvient vite à pénétrer sa solide cuirasse. Elle-même a connu un passé difficile, mais elle garde un regard optimiste sur le monde. Et elle est peut-être la seule à discerner que la glace qui entoure le cœur d'Alex pourrait fondre. Surtout pour elle. Voilà, c'est extrêmement cliché. J'ai vraiment détesté les personnages. En fait, tout est cliché. Et le smut est horrible. Du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en français. Mais du coup j'ai écouté l'audio, une partie de l'audio en anglais pour voir si la traduction était mauvaise ou non. Et ben non, en fait c'est l'écriture de l'autrice qui n'est pas très bonne. Honnêtement je trouve ça très pauvre, je trouve ça très... En fait c'est écrit vraiment très simplement et c'est du vu et revu et je trouve pas ça bon en fait. Et bon, je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est la traduction? Est-ce que c'est un traducteur ou traductrice qui a traduit ça d'ailleurs? Je sais même pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas la faute du traducteur ou traductrice, c'est juste que l'écriture en anglais est tout aussi pauvre. Donc on peut pas faire quelque chose d'incroyablement bien. Et je vais vous lire du coup mon avis. Voilà, mon avis pour être résumé comme ça. Burke. Voilà. Je n'ai pas aimé, je trouve que le smut est très vulgaire, très affreux.
Voilà, je vais vous lire vite fait. Les persos sont clichés, la fille douce et innocente et le bad boy sombre et mystérieux. C'était mal écrit, que des allusions au sexe ou au physique, et ça dès le chapitre 1. Trauma chapitre 22, smut hardcore, le langage de sexe est affreux, je l'ai lu uniquement pour une vidéo. Burk. Voilà, vous avez mon avis complet et j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, j'ai lu la nouvelle Galatée de Madeline Miller, du coup, qui raconte le mythe de Galatée et de Pygmalion. Si jamais vous connaissez pas, je vous invite plutôt à aller vous renseigner parce que ça va être un peu brouillon si jamais c'est moi qui vous le raconte. Ici, en fait, j'ai bien aimé l'ensemble de l'histoire, j'ai bien aimé l'angle qu'a choisi l'autrice. C'est très bien trouvé, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que Galatée soit enfermée et que Pygmalion vienne un peu comme le mécène. J'ai bien aimé ce côté-là, elle est un peu enfermée dans un hôpital et elle est vraiment chosifiée. J'ai trouvé que c'était un bon angle de vue, un angle un peu assez féministe et moderne, ce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi la relation que Galatée a avec sa fille. Voilà. J'ai bien aimé l'ensemble, j'ai trouvé que c'était très intéressant le point de vue et l'angle qu'a choisi l'autrice, mais c'est juste que moi j'ai pas aimé le format nouvelle et je pense que c'est juste un format qui ne me plaît pas. C'est pour ça que j'ai pas apprécié à sa juste valeur le récit. J'aurais vraiment aimé que l'autrice explore davantage le récit et qu'elle l'expose davantage dans un récit beaucoup plus long. Donc c'est vraiment ça qui m'a le plus gênée. Dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume, j'ai vraiment aimé le côté très creepy de Pygmalion, le côté très trophée en fait de Galatée. Elle a vraiment un côté juste uniquement, elle est là pour lui, uniquement comme pour son faire valoir, et c'est vraiment un côté qui est très bien retransmis. C'est une relation très toxique et malsaine et c'est un climat qui est vraiment bien retransmis. C'est à lire uniquement si vous êtes prêt à lire ce genre de choses, si vous êtes ok avec de lire des relations très malsaines et toxiques avec une relation de pouvoir très fort, parce que c'est quand même un peu perturbant comme récit. C'est très court mais très percutant, donc franchement lisez-le, ça vaut le coup. C'est juste moi qui n'aime pas forcément le format nouvelle. Après j'ai lu un gros bébé, le livre 1 du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas dans le cadre du book club Game of Thrones de Caroline Mary Reeds et Amy. J'ai lu le livre 1, il y a le livre 2 qui m'attend juste ici. Je le lirai probablement en février, peut-être en mars, je sais pas trop si j'aurai le temps de le lire en février, on verra bien. Ici on va suivre Edmond Dantès qui est un marin, il revient à Marseille après quelques mois en mer, il est sur le point d'être promu capitaine et il est sur le point de se marier avec Mercedes, son grand amour. Tout ça c'était sans compter des personnes qui lui veulent du mal et qui sont très jalouses et qui vont le faire accuser de bonapartisme, du coup, qui est très mal vu puisque c'est à l'époque de Louis XVIII. Louis XVIII, c'est ça. Il va être arrêté et enfermé au château d'If, donc une prison qui est très bien gardée puisque le château d'If est sur une île juste à côté de Marseille. Et c'est un récit que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était un roman d'aventure extrêmement bien écrit, extrêmement bien mené. Et j'ai bien aimé le fait que du coup Alexandre Dumas parfois apostrophe un peu le lecteur en disant comme le lecteur a vu dans tel chapitre, enfin il interpelle un petit peu le lecteur de temps en temps, donc j'ai bien aimé cette écriture là, c'est une écriture très fluide, j'ai vraiment adoré toutes les différentes intrigues qui se suivent et qui se succèdent. Et c'est un roman qui n'a pas de temps mort, vraiment je me suis pas ennuyée alors qu'il fait quand même quasiment 800 pages, il fait 798 pages donc 800, et vraiment c'est un roman que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était absolument génial. Au début on est beaucoup sur Marseille et c'est des choses que j'ai beaucoup aimé puisque moi j'habite à Marseille et qu'il y a certains lieux que j'ai reconnus. Typiquement le château d'If, je suis déjà passée devant en bateau puisque j'allais sur une petite île juste à côté. Et ça m'a donné envie d'aller au château d'If juste pour voir quelle a été la source d'inspiration de Alexandre Dumas. Il y a certains aussi quartiers de Marseille qui sont cités et que j'ai déjà vu ou je suis déjà passée devant. Donc il y a ce côté-là que j'ai vraiment bien aimé. Et en fait j'ai bien aimé aussi le fait que Edmond Dantès soit nommé et soit au premier plan au début, et plus on arrive et plus le récit avance, plus c'est un personnage très singulier, très secondaire. Enfin, on parle de lui comme s'il n'était pas là, on lui donne un titre et en fait il apparaît comme un personnage beaucoup plus mystérieux au fur et à mesure de l'histoire, et j'ai vraiment bien aimé ce côté où j'arrive pas à trouver mon mot, mais en tout cas il passe un peu au second plan
dans la façon dont on parle de lui, mais c'est toujours lui le personnage principal. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si c'est un classique, ça se lit relativement bien, relativement vite, parce qu'il y a vraiment, comme je vous disais, beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses différentes, beaucoup d'histoires, et elles sont toutes très passionnantes, et elles sont toutes en lien avec Edmond Dantès de près ou de loin. Et vraiment la façon dont c'est raconté, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment... C'est un récit vraiment d'aventure qui vaut le coup d'être lu. J'ai hâte de lire le tome 2, enfin le livre 2. En soi c'est qu'un seul livre mais du coup il est séparé en deux au livre de poche. Et même je crois qu'à Folio Classique c'est en 2 livres également. Mais j'ai beaucoup aimé et je veux lire la suite. Et après j'ai enchaîné une saga, j'ai enchaîné et terminé. Du coup j'ai lu le 2e tome de Gilded Cage de Lynette Noni. Et après j'ai enchaîné avec le livre numéro 3, The Blood Traitor. Du coup j'ai terminé la trilogie de Prison Healer et j'étais très contente. Du coup The Gilded Cage je l'attendais très impatiemment puisque j'avais une réservation à la bibliothèque qui devait être rendue le 26 décembre. Je l'ai eu le 26 janvier, mais bon, autant vous dire que je l'ai lu assez rapidement quand je l'ai eu entre les mains. Ça se terminait sur un gros cliffhanger sur le premier tome que j'avais adoré. Dans le premier tome, on suivait Kiva qui était la guérisseuse de Zalindov, une prison exécrable où vraiment les conditions de vie sont horribles, et du coup elle était la guérisseuse, et un jour il y a la reine rebelle qui a été incarcérée mais elle reste à l'infirmerie parce qu'elle est extrêmement malade, et qui va recevoir un message lui disant qu'il faut la garder en vie. Et en fait cette reine rebelle a été condamnée à passer 4 épreuves, je sais plus comment ça s'appelle le tournoi ou les épreuves là, mais les 4 épreuves des 4 éléments, puisque la magie se base sur les 4 éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air, et du coup elle va se porter volontaire puisque quand on réussit ces 4 épreuves on peut être libéré de Zalindov. Donc voilà, elle va essayer de participer et de gagner ces 4 épreuves. C'était un premier roman que j'avais beaucoup aimé, j'avais hâte de lire la suite. J'ai pas du tout été déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé le second tome. Ce que j'ai bien aimé dans les 3 tomes, c'est qu'il y a 3 paysages différents. Dans le premier, on a un côté très huis clos avec que la prison de Zalindov. Dans le deuxième, on a un côté un petit peu également huis clos, mais avec une... il y a des déplacements un tout petit peu plus, mais les paysages sont très réduits, alors que le troisième, il y a un côté où il y a une plus grande quête et des paysages beaucoup plus variés. Du coup, j'ai trouvé que ça faisait un faisceau très large de paysages au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé ça dans cette trilogie. Et j'ai adoré les 2 autres tomes. Honnêtement, j'ai du coup lu le 2e tome et je ne pouvais pas emprunter le 3e puisqu'il n'est pas encore sorti en français. Il sort le 13 mars, si je dis pas de bêtises. Et j'étais beaucoup trop impatiente, du coup j'ai regardé sur ma liseuse s'il n'était pas disponible, il était à 99 centimes en anglais, j'ai pas hésité, je l'ai acheté et je l'ai lu dans la foulée, je l'ai vraiment lu en 2 jours, il fait 400 et quelques pages en anglais. Et c'était ma première fantaisie en anglais et je voulais tellement savoir que je m'en fichais si je comprenais rien. Je me suis pas posé la question en lâchant est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Je voulais la suite, donc j'ai fait en sorte de tout comprendre et j'ai effectivement bien compris ce qui s'était passé. Et on aurait vraiment dit une grosse craquette en manque. Vraiment, j'étais comme ça là avec ma liseuse, j'étais sur mon fauteuil, j'avais des boules caisses, j'avais mon casque pour pas entendre les travaux. Je ne voulais pas qu'on me dérange pendant ma lecture. Mon copain bossait en télétravail le mercredi, du coup le 2e jour où j'ai terminé ce roman. Et vraiment j'étais comme ça, je voulais pas l'entendre, je voulais rien entendre. J'ai aussi fait ça parce que Peterson se faisait stériliser à ce moment-là, donc ça me permettait aussi de pas y penser, de pas trop stresser. Et ça a bien réussi puisque j'ai terminé 5 minutes avant qu'on aille le chercher. Et bref, c'était absolument génial, j'ai adoré cette trilogie. Lisez-la, c'est une très bonne fantasy young adulte que j'ai adorée. Et finalement, je pense que j'ai envie de la voir en physique dans ma bibliothèque, donc c'est potentiellement l'un des achats que je ferai dans quelques temps pour la voir puisque j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aurais potentiellement envie de la relire à un moment donné, donc j'ai très envie de la voir dans ma bibliothèque. Le dernier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est un abandon. Il s'agit de Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett qui est sorti le 1er février chez De Saxus ou Sabran. Je crois que Sabran c'est une filiale de De Saxus. Donc bon, bref, c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai abandonné à 100... Alors attendez, j'ai encore le marque-page. À 132 pages. J'ai lu 132 pages et j'ai trouvé ça finalement très lent. J'ai pas trop aimé l'ambiance générale du livre parce que j'ai trouvé ça extrêmement lent. Je me suis pas plus intéressée que ça aux personnages.
J'aimais bien le côté froid de Emily qui est du coup c'est un espèce de grumpy sunshine entre deux personnages et du coup elle est la grumpy et lui le sunshine, ce qui est différent par rapport à d'habitude, c'est souvent l'inverse. Et j'ai bien aimé son côté froid, son côté où elle a du mal socialement, c'était sympa. Attendez, il y a du soleil. J'ai bien aimé son côté froid, très académique, très bizarre socialement, enfin elle a du mal socialement avec les gens. Et j'ai bien aimé ce côté-là, mais j'ai pas été assez imprégnée et plongée dans l'histoire pour vraiment m'attacher à eux deux. Parce que le personnage masculin est sympa aussi, mais j'ai pas spécialement aimé. C'est le côté très très lent où j'ai vraiment eu du mal. D'habitude j'aime beaucoup ça, hein. J'aime la littérature japonaise qui est réputée comme lente, mais là j'ai trouvé que ça... En fait, même s'il y avait des rebondissements, j'étais pas intéressée à ma lecture. Alors qu'il se passe vraiment des trucs certaines fois où ça suscite l'envie de lire la suite, mais moi j'étais très intéressée, très désintéressée plutôt, très détachée. Et voilà, j'ai décidé de l'abandonner et j'ai trouvé aussi les phrases qui étaient un petit peu alambiquées de temps en temps. Il y a aussi tout un vocabulaire que je connaissais pas, enfin tout ce qui est fait, etc. Je le connais pas en français, alors en anglais encore moins. Enfin, le vocabulaire des faits, bon, c'est pas trop ça en anglais quoi. Et ouais, j'ai trouvé que en fait, il y a un côté très académique qui peut être sympa, qui est quand même complexe en anglais. Du coup, j'ai pas trop accroché. Et en fait, le tout global fait que j'ai préféré abandonner. Dans l'ensemble, ça a été très compliqué. C'est pas mauvais, mais c'est juste que j'ai été tellement désintéressée que j'ai préféré arrêter. Je sais pas encore si je me sépare de cet exemplaire parce que je le trouve très beau. Je sais pas encore si j'aurais envie de m'y remettre à un moment donné. Et est-ce que s'il est à la bibliothèque, je l'emprunterai en français? Je sais pas encore. J'ai plein de questions, je sais pas. Je sais pas, ce livre je ne sais pas. J'en ai terminé avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce que vous avez lu en janvier, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!